Coucou, c'est Tatanik Shuai. Aujourd'hui on va parler des auteurs hybrides. Et oui, effectivement, ça fait un petit peu le pont entre les vidéos sur l'édition et les vidéos sur l'auto-édition, vous allez comprendre. Les auteurs hybrides, c'est quoi? Ne faites pas de recherche sur hybride dans Ecosia car vous allez tomber sur ça ou ça. Alors je ne parlerai pas d'une autre forme d'hybridation, à savoir un certains auteurs qui confieraient leur papier à des ME et lanceraient les numériques en AE. Effectivement, ça peut se faire, il y a également des auteurs connus qui le font, mais ce n'est pas le sujet qui nous concernera aujourd'hui. Je vous ai juste mis un lien pour celles et ceux qui seraient peut-être intéressés à la limite par ce principe. Non, nous allons parler d'une toute autre hybridation. On parle souvent des auteurs édités en maison d'édition et des auteurs auto-édités, chacun de leur côté. Dans les salons, même si ça tend à disparaître pendant longtemps et encore dans certains cas, les auto-édités sont dans un endroit, les édités dans un autre. J'ai essayé à travers mes vidéos de vous montrer justement les deux côtés, les avantages, les inconvénients, tout pour que vous puissiez faire votre choix. Car oui, je le rappelle, c'est un choix. Et il ne faudrait pas oublier ceux qui choisissent les deux voies, à savoir l'auto-édition et l'édition, qui font donc d'eux des auteurs hybrides. Ça y est, là vous avez compris le sujet de cette vidéo. Et oui, puisqu'on en parle très peu, à un tel point que quand je vous ai posé la question sur les RS, peu m'ont répondu. En fait, il y en a beaucoup qui sont auteurs hybrides, mais peu acceptent soit de se dévoiler au grand jour, il y en a même des fois qui ont honte d'être dans l'un ou dans l'autre, ou alors tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie d'en parler. C'est un petit peu aussi dommage que certains aient peur de raviver des clivages entre pro AE et pro ME. Que l'on vienne de l'AE ou d'une maison d'édition, sur notre chemin, on peut croiser une autre voie, un petit peu comme dans la vie de tous les jours. On l'emprunte et voilà comment on met un pied dans l'un et dans l'autre. Non, ce n'est pas non plus avoir un cul entre deux chaises, ce serait plutôt avoir un double fessier. Tania D, par exemple, ça lui est tombé dessus par hasard. Elle avait mis justement sur Book Édition des ouvrages, et puis après, on l'a appelé pour une certaine maison d'édition. Pour ma part, j'ai répondu à l'interview de Coralie Raphaël à ce sujet. Tous les liens sont dans les sources. Le meilleur des deux mondes, c'est comme ça qu'elle a intitulé son article. J'estime qu'il faut vraiment prendre le meilleur. Alors évidemment, il y a des auteurs qui connaissent des mauvaises expériences, que ce soit en AE ou en ME, je suis aussi bien placée pour le savoir. Et aussi qu'on parle plus souvent des points négatifs que positifs. Il est vrai qu'on va plus facilement dire « Ah là là, il s'est passé ça, c'est vraiment horrible », plutôt que de dire « Ah mais c'est génial, c'est magnifique », puisqu'effectivement, quand tout va bien, on ne le crie pas sur tous les toits. Donc j'ai essayé à travers les vidéos de cette saison 3 de vous montrer cet aspect. Pour moi, il n'y a pas d'opposition à avoir. Ce n'est qu'une évolution, un respect aussi, surtout un respect des choix. Il y a effectivement certains auteurs qui veulent vraiment rentrer en maison d'édition et d'autres, au contraire, qui veulent vraiment se lancer dans l'auto-édition corps et âme. Chaque auteur doit respecter l'autre. Il a choisi l'auto-édition, il s'y plaît. Très bien également. Vous n'avez pas à juger des choix. D'autres auteurs que moi ont également répondu à l'appel de Coralie. Il y a par exemple un Mademoiselle Cordelia. Je vous partage sa réponse puisque je la trouve très juste. La question que pose Coralie, c'est « Beaucoup d'auteurs hésitent entre l'auto-édition et l'édition traditionnelle. À ton avis, quelles questions doivent-ils se poser ?» Et voilà ce que Mademoiselle Cordelia dit. Je pense qu'il faut se poser la question de la diffusion car on l'oublie trop souvent. Comment vais-je me diffuser? Quelles sont mes ressources? Comment vais-je trouver des lecteurs en fait? Pour ne pas être déçu, il faut savoir dans quoi on s'engage. L'avantage de l'édition traditionnelle, c'est qu'on n'est pas tout seul. Le désavantage, c'est qu'il y a peu d'élus et qu'on peut tomber sur des éditeurs peu scrupuleux. Je la rejoins complètement là-dessus. Effectivement, je vous en avais d'ailleurs déjà parlé dans plusieurs vidéos concernant l'édition. Et l'avantage de l'auto-édition, c'est qu'on contrôle tout de A à Z, on conserve ses droits à 100%. Le désavantage, c'est qu'on est seul et qu'on peut vite ne pas savoir comment faire pour vendre son livre et être lu. Il faut avoir conscience des forces et des faiblesses de chaque solution. Alors effectivement, j'ai beaucoup apprécié son témoignage car elle regroupe tout en quelques lignes. Une fois que vous avez conscience de cela, ça dégrossit un petit peu les hésitations. Car oui, je l'ai déjà dit, mais il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. À vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Être auteur hybride, qu'est-ce que cela implique? Alors on l'a déjà vu ensemble, mais au moins comme ça fera un petit peu une petite révision avant les vacances. D'un côté, l'auteur publie certains de ses livres via un ou plusieurs éditeurs. Il reçoit donc des droits d'auteur. Vous savez, c'est un petit peu similaire à une fiche de salaire, dans la forme en tout cas, on en a parlé dans une précédente vidéo. Et de l'autre, l'auteur sort également des publications en auto-édition, ce qui implique d'avoir un statut en règle, via la micro-entreprise, ou une autre forme sociale permettant de justifier ses royalties.
Et oui, hein, je rappelle, vous allez donc gagner de l'argent et il va falloir le déclarer. Et oui, car autant quand vous êtes dans une structure comme une maison d'édition, il n'y aura aucun souci, sachant que l'URSSAF commence enfin à comprendre le statut d'artiste-auteur, ça prend le temps, mais on y arrive. Alors après, oui, il y a aussi l'histoire avec l'URSSAF Limousin, hein. On va vous envoyer justement un code pour vérifier par exemple que votre éditeur ou vos éditeurs versent bien vos cotisations. Voilà, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas c'est beaucoup moins prise de tête, puisqu'effectivement c'est un petit peu l'éditeur qui s'occupe de tout. Vous avez juste à vérifier effectivement après sur votre feuille d'impôt que tout a bien été reporté. Mais en auto-édition, il faut être en règle, car les sanctions peuvent vite tomber. J'en ai parlé dans la vidéo plateforme auto-édition partie 1. Et il y a également le site de l'Haricot qui est très bien fourni à ce sujet. Qu'est-ce que ça apporte d'être hybride? Oui, parce que alors c'est bien joli tout ça, d'être hybride, ok, vous êtes en auto-édition et l'édition, mais qu'est-ce que cela vous apporte en tant qu'auteur? De l'expérience. Alors pour tester, hein, comme dirait justement Anne-Sophie Henniker, de vivre l'un et l'autre, hein, j'ai assez de recul pour dire ce qui me convient dans l'un ou ce qui m'énerve. Ensuite, je trouve que je peux bien mieux conseiller certains auteurs, surtout avec le recul maintenant que j'ai pris au fur et à mesure des années, car j'ai connu aussi certaines galères, et je peux mieux rebondir et mieux on dire les conseiller, soit pour éviter qu'ils tombent dans les mêmes galères, soit pour qu'ils s'en sortent. Après, je n'ai pas l'habitude de mettre mes œufs dans le même panier. Oui, certains ont un petit peu déjà dû remarquer que j'étais également dans plusieurs maisons d'édition aussi et que je testais plusieurs plateformes. Alors c'est comme ça effectivement que je l'entends, je n'avais pas envie d'être accrochée à un seul éditeur, hein. Je n'avais pas non plus envie d'être accrochée à une plateforme d'auto-édition. Certains vont dire que je m'éparpille, moi je préfère dire non, au contraire, j'aime bien justement me diversifier, j'aime bien tester d'autres choses et je vous invite d'ailleurs à par vous-même à tester aussi également. Alors je ne tire pas un trait sur un mode ou l'autre, hein. À titre d'exemple, j'ai une saga qui a été refusée par 2 maisons d'édition. Elle a été acceptée dans une 3e. Bah, finalement, je vais la sortir en auto-édition parce que je me suis dit, qu'est-ce que je désire vraiment? Bah, ce que je désirais vraiment, c'est que cette saga, je puisse vraiment faire ce que je veux, que je puisse la sortir quand je le désire. J'ai envie de faire un tome tous les 6 mois, je vais faire un tome tous les 6 mois. J'ai envie de sortir au contraire un tome tous les ans, bah, je le ferai tous les ans. Et je peux aussi avoir mon mot à dire sur le prix et combien justement je vais être rémunérée. Pourtant, cela ne m'empêche pas de lorgner sur certains AT, vous savez, ces fameux appels à texte. De ME, s'il y en a un qui me fait de l'œil, je vais foncer. Alors c'est sûr que ça m'arrive plus souvent avec des nouvelles que des romans, puisque les nouvelles c'est souvent sur le vif. Je vois l'AT par exemple un soir, je me dis bon j'ai plus que 2 jours, et ben allez hop, je me lance dedans, puis on verra bien. Bref, ça nous apporte de l'expérience. Un lectorat plus large. Alors soyons honnêtes, hein, parce que je l'ai vécu comme d'autres auteurs. J'ai eu des lecteurs qui refusaient de lire des auto-édités. D'autres qui ne lisaient que des auteurs indépendants. Pour les soutenir ou aussi parce qu'ils en avaient marre de l'édition traditionnelle. Le fait d'être hybride, j'ai pu satisfaire les deux camps. Parfois même en réconcilier certains. J'ai eu par exemple une lectrice qui ne lisait que les auteurs auto-édités et qui, en voyant mes tweets, s'est laissée tenter par Rattrape-moi, édité pourtant en maison d'édition. A l'inverse, j'ai une personne dans ma famille qui refuse complètement de lire des auto-édités, soit à cause des a priori, on va dire de la mauvaise image de l'auto-édition, soit parce que pour certains, bon bah non, forcément, si vous êtes auto-édité, si vous avez été refusé en maison d'édition, donc c'est nul. Non. Du coup, je lui ai montré mes chroniques vidéo, car dans mes chroniques vidéo, il y a beaucoup d'ouvrages auto-édités que j'ai lus, que j'ai voulu aussi mettre en avant. Et l'air de rien, elle a eu un autre regard dessus. Cela peut se ressentir en salon également. On passe parfois pour des ovnis, hein, comme justement l'indique l'article du Huffington Post. Les hybrides débarquent au SDL. Mais pourtant, on a des choses à raconter et certains lecteurs sont toujours interrogatifs. Pourquoi avoir fait ça alors que vous aviez déjà tout ça? Et même parfois cela vient de libraires et de grands éditeurs ou même de journalistes qui vont aller critiquer des auteurs ou autrices qui étaient dans l'édition traditionnelle, qui s'en sortaient même très bien dans l'édition traditionnelle et qui ont voulu se lancer en auto-édition. Oui, c'est l'affaire avec Samantha Bailly. Donc on revient à la question, pourquoi on a fait ça? Qu'est-ce que ça nous apporte? Pour des multiples raisons, on peut devenir hybride. L'envie, la curiosité, le hasard, la liberté, les droits d'auteur qui sont très faibles en ME. Oui, il existe des exceptions, mais c'est quand même très rare. La précarité des auteurs, le do-it-yourself pour l'auto-édition, ou tout simplement aussi une opportunité qui s'est présentée, par exemple un éditeur qui vous a proposé de participer à un appel à texte, donc là c'est pas le hasard, c'est un éditeur qui vous a repéré, qui a dit « Bah tiens, j'aimerais bien lire un ouvrage sur ce thème, est-ce que tu peux en faire un ?» Oui, c'est déjà arrivé à l'une de mes amies, et même si elle n'a pas été prise finalement, ça peut arriver. Et bien d'autres raisons encore. La prise de conscience.
Le fait d'être dans les deux, hein, d'après une autrice que j'ai interviewée, ça permet de prendre aussi plus vite du recul, parce que forcément on va devoir engranger beaucoup d'expérience d'un seul coup. Même après 10 ans d'expérience en ME, elle ne se rendait pas compte de certaines choses, comme le pourcentage finalement très bas pour les auteurs, car elle se disait que de toute manière, elle ne pouvait pas trouver plus ailleurs. Elle ne cherchait aussi pas forcément. Ou alors que c'était normal, l'éditeur fait quand même tout ça, et quand on passe de l'autre côté, la lumière apparaît, et on appréhende mieux certains aspects du métier. Alors c'est vrai qu'elle, pour son exemple, elle était en ME et après elle est passée à l'auto-édition. Et elle s'est effectivement rendue compte de certaines choses et finalement elle s'est dit mais en fait je peux le faire moi-même tout ça. Et finalement ça me plaît plutôt bien. Et au contraire, il y en a d'autres qui vont dire « Oh non, j'ai testé l'auto-édition, ça me convient pas du tout, ça a été un échec. » D'accord, eux ils vont peut-être préférer retourner en maison d'édition. Mais le fait qu'ils aient connu l'autre voie, ça permet aussi pour eux de savoir ce qu'ils veulent. Pour une autre, elle sait qu'en ME, on a pas mal d'aides en promotion, des ouvertures également pour les salons, mais on est payé en demi-smarties, hein, comme elle dit, et les ME ne sont pas toujours corrects en prime. Et enfin, même des auteurs qui ont 10 ans d'expérience peuvent se laisser aller sous l'effet du waouh et signer un mauvais contrat, et puis se dire, eh ben flûte, j'ai fait une bêtise. Alors effectivement, tant qu'on n'a pas vécu certaines choses, c'est parfois, je dis pas tout le temps, c'est parfois difficile de se rendre compte. C'est pas parce que vous avez 10 ans d'expérience dans une ME ou 10 ans d'expérience en auto-édition que vous savez comment ça se passe de l'autre côté de la barrière. Parfois on peut s'imaginer des choses, parfois c'est vrai, parfois ça ne l'est pas. Parfois on se rend compte aussi de certains trucs, hein, puisqu'en plus tous les éditeurs ne sont pas les mêmes, tous les éditeurs n'ont pas la même démarche, les mêmes objectifs. Je vous l'avais d'ailleurs bien expliqué dans la vidéo être édité par une ME, mais chacun a sa manière de faire. Vous allez peut-être tomber sur des perles, et parfois malheureusement sur des gens qui veulent juste votre bouquin, sortir un livre pour gagner de l'argent, et qui vont complètement oublier d'entretenir une bonne relation avec vous. Donc c'est vrai que ça permet un petit peu une prise de conscience. Les rencontres. On a parfois l'impression aussi quand on est auteur hybride d'abaisser une barrière. Alors on devrait pas en avoir, hein, je le rappelle, si on est tous des auteurs qui ont fait des choix. Et pourtant, de temps en temps, à travers des discussions, à travers aussi les RS, même dans les salons, et là je vise un petit peu aussi les organisateurs, on peut être séparés. Ce que je trouve à titre personnel dommage. Car finalement, peu importe qu'on soit des auteurs auto-édités ou hybrides, on reste des auteurs qui écrivent des ouvrages. On en passe du temps à écrire, on en passe du temps à faire des recherches, à trouver la bonne intrigue, les bons personnages profonds, des personnages qui ne sont pas des faire-valoir. Pour autant, on est encore parfois séparés. Je vais vous parler d'ailleurs d'une petite anecdote personnelle sans forcément nommer le salon. Il y a un salon que j'ai voulu faire dans ma région et il fallait remplir un dossier en ligne sur lequel il fallait que vous cochiez si vous étiez auteur auto-édité ou auteur édité. Manque de bol pour eux, je suis hybride. Et j'avais vraiment envie de présenter mes ouvrages, que ce soit édité ou auto-édité. Et donc envoyer un petit courriel aux organisateurs pour savoir si cela était possible, parce que le problème c'est qu'il fallait forcément cocher une case pour passer à l'étape suivante. Vous ne pouviez pas mettre autre au passé, non. Alors les organisateurs, tout premier message c'était non mais on sait pas ce que c'est que les êtres hybrides, puis de toute façon ça nous arrange pas, nous on sépare les édités des auto-édités. Ok, j'ai un petit peu insisté gentiment en expliquant que chacun avait quand même le droit de présenter ses œuvres sur son stand. À la limite, si la personne a plus d'ouvrages édités qu'auto-édités ou l'inverse, aller dans une allée ou dans une autre, mais c'était un petit peu dommage de devoir choisir. Puisqu'en plus, si par exemple j'avais choisi l'auto-édition, je ne devais donc arriver qu'avec mes livres d'auto-édition et je ne pouvais pas faire la promotion de mes ouvrages édités. Et à l'inverse, effectivement, si j'avais choisi les ouvrages édités, je ne pouvais pas faire la promotion de l'auto-édition. Sauf que sur ma carte de visite, il y a les maisons d'édition et également l'auto-édition qui est mise en avant. Ça ne leur a pas plu. Et quand ils m'ont dit « il va falloir leur changer votre carte de visite juste pour ce salon », j'ai un petit peu tiqué et j'ai préféré ne pas y participer. Ouais, alors je sais, certains vont dire « ouais, gna gna gna, t'es une autrice diva, gna, tu veux ci, tu veux ça ». Sauf qu'en fait, c'est avec ce genre de comportement qu'on continue à séparer les deux. Peu importe qu'un auteur auto-édité ou édité vienne me voir, je réponds à leurs questions de la même façon. Je me fiche complètement de savoir s'ils sont à eux ou en ME. Ça me paraît normal. Mais bon, pour certains salons, c'est pas encore ça. Et oui, donc force est de constater que les deux clans s'affrontent parfois, et que les hybrides peuvent pourquoi pas faire le pont entre eux, et expliquer que ça ne sert à rien de se taper dessus. Vaut mieux partager un repas, c'est toujours plus agréable. D'ailleurs, on est un petit peu en été, c'est pas la saison des barbecues. Effectivement, en salon, quand on annonce qu'on est hybride, souvent il peut y avoir des sourires justement sur les visages. Ça peut aussi délier effectivement certains conflits.
Ça se dans le vécu. Donc si on peut être utile là-dessus, c'est génial, on sert à quelque chose en tant qu'auteur hybride. En bref, les auteurs hybrides, ce sont donc des auteurs qui sont en auto-édition et également présents en maison d'édition. Je rappelle que cela reste un choix que vous soyez AE ou en ME, alors merci de respecter cela. Si justement vous êtes tenté par l'une ou l'autre voie, n'hésitez pas, foncez et apprenez aussi par vous-même. Vous allez pouvoir gagner de l'expérience, convaincre peut-être d'autres lecteurs, avoir aussi une prise de conscience sur ce qui se passe dans le monde du livre, parce que parfois il y a certains auteurs qui tombent un petit peu ténus, et pourquoi pas faire d'excellentes rencontres. Et vive les auteurs! Voilà, c'était la vidéo sur les auteurs hybrides qui clôt justement cette saison 3 après les vidéos sur l'édition et l'auto-édition. Ne vous inquiétez pas, la saison 4 arrivera dès septembre. La semaine prochaine, on se retrouve pour un petit bilan de la chaîne, une petite vidéo justement un peu plus cool que d'habitude, avec une petite surprise à la fin. Je vous informe qu'il y a un concours qui a été lancé sur les réseaux sociaux avec mon partenaire Cool Libri. N'hésitez pas à aller voir les conditions. Pour celles et ceux qui sont en vacances, passez de bonnes vacances, profitez de votre temps ou de vos proches, prenez soin de vous. Nous, on se retrouvera pour les conseils de... Vous verrez quoi? N'appuyez toujours pas sur le petit bouton publication, vous allez comprendre, on a vu quand même pas mal de choses. Écriture, post-écriture, les conseils de publication, et il manque un petit peu quelque chose car il va peut-être falloir faire connaître. Je ne dirai rien d'autre. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like ou un commentaire, ça nous fait toujours très plaisir. Si vous souhaitez nous soutenir et que les vidéos vous plaisent, rendez-vous sur Tipeee ou Utip, tous les liens sont dans la description. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume!